Rebonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans cette salle virtuelle de Destiny Academy Pro dans le cadre de notre webinaire intitulé Analyse sensible aux gens, outils et méthodes pour les projets. Alors, on a patienté 10 minutes. Là, il est 11h11 déjà à ma montre. Je pense que nous allons démarrer, mais je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre de ne pas oublier de se présenter dans le chat en laissant nom, prénom et le pays duquel vous nous suivez. Ce serait vraiment intéressant d'avoir une idée des différentes personnes qui sont avec nous. Alors, le webinaire, il est enregistré afin de permettre aux retardataires de pouvoir appréhender tout ce qui serait fait, tout ce qui a été fait. Alors, notre panéliste est là, ou l'animateur est là. Je vais lui laisser la parole de se présenter et ensuite démarrer l'animation du thème. Docteur Tasso, à vous. Bonjour, chers directeurs. Bonjour, chères participantes et chers participants. Et c'est tout un plaisir pour moi de prendre part à ce webinaire qui doit pouvoir nous permettre d'échanger autour d'une thématique et très pertinente. Et c'est le lieu avant tout de vous remercier pour la mobilisation, pour avoir pu dégager un peu de temps un jour, un week-end comme celui-ci, pour assister à ces moments d'échange et de partage. Et je partage mon écran et dès que vous l'avez à votre niveau, sentez-vous libre de m'en informer. Je ne sais pas s'il s'affiche déjà. Si c'est OK, Oui, on a l'écran. OK, parfait. Et donc, Destiny Academy Pro a initié ce webinaire sur l'analyse sensible aux gens, les outils et méthodes pour les projets et m'a identifié pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai sur le sujet. Et vu que nous n'avons pas assez de temps, j'ai juste prévu d'aller à l'essentiel, histoire de nous permettre, à travers les questions et contributions, d'aborder des aspects sur lesquels nous n'aurions pas eu le temps d'insister. Et donc, je vous propose une intervention structurée en 3 points, une clarification de quelques concepts clés et les échelles d'intégration du genre dans un projet, et puis ensuite des outils pratiques d'analyse du genre. Et vous n'êtes pas sans savoir que la question du genre est une question très complexe et dynamique qui requiert que l'on puisse s'accorder sur un certain nombre de concepts et préalables, sans quoi la compréhension et les analyses que l'on serait amené à faire et risquent d'être vraiment biaisées. Généralement, le concept de genre est confondu à tort ou à travers à celui de sexe, mais nous commençons en disant qu'il est nécessaire de distinguer très clairement ces deux concepts. Et le concept de sexe est une donnée biologique et une donnée naturelle, en ce sens qu'on est avec un sexe, qu'il soit féminin ou masculin. C'est une donnée qui ne change pas et d'un contexte à l'autre ou d'une région à une autre ou au fil du temps. Vous naissez femme, vous mourrez femme.
même si aujourd'hui le développement de la médecine moderne peut amener un individu à changer son sexe, mais c'est de façon, vous voyez un peu, ce n'est pas naturel, hein. Et donc, nous disons que le sexe est une donnée statique. Et au plan technique, l'on peut considérer le sexe pour distinguer deux groupes d'une population, euh, les femmes des hommes. Mais à l'opposé, le genre est une construction sociale et c'est une donnée qui est dynamique en ce sens que le genre globalement renvoie au rôle, responsabilité, aux attitudes, aux valeurs et aux comportements qu'une société définit et pour des personnes et qu'elles soient de sexe masculin ou féminin. Et dans cette dynamique, la société peut définir des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes. Aux femmes, il peut être retenu, par exemple, le rôle de faire la cuisine, d'éduquer les enfants. Et lorsque nous disons que le genre est dynamique, vous convenez avec moi que ces rôles, bien que l'on soit homme, par exemple, on peut apprendre à faire la cuisine et le faire très bien. Et tout comme également, on peut être amené à assurer l'éducation des enfants, rôle que la société considère pourtant comme étant dévolu aux femmes. Donc, le genre, à l'opposé du sexe, est dynamique. Il varie d'un contexte à un autre, d'une société à une autre, et il requiert que l'on puisse avoir à l'esprit de ce que la culture d'un peuple, la culture d'un groupe social peut influencer les rôles, comportements et attitudes qui pourraient être spécifiques à un individu en fonction de son sexe. Le genre permet également de prendre en compte un aspect qui est souvent occulté et qui est relatif à des variables sexospécifiques, comme par exemple le handicap, comme par exemple l'appartenance à une minorité ethnique, à une minorité religieuse, à une minorité sexuelle, etc., etc. D'où la nécessité pour nous, et lorsque nous voulons analyser les questions de genre, de ne pas seulement être restrictif à des données liées seulement au sexe, mais de tenir également compte de ces variables sexospécifiques qui sont très capitales et qui peuvent influencer l'analyse que l'on pourrait être amené à faire des rapports de genre. Et nous disons donc dans cette dynamique que lorsque nous parlons du sexe et du genre, globalement, il convient de retenir que le sexe a trait à une variable démographique, hein, alors qu'à l'opposé, le genre découle d'une variable purement sociale et donc varie en fonction des contextes et des sociétés. Nous aurons le temps d'approfondir ces différents aspects tout au long et, du temps d'échange que nous avons. Et lorsqu'on veut faire une analyse sensible aux gens, il est important de savoir qu'on ne peut le faire si l'on ne dispose pas de données ventilées et selon le sexe et l'âge et le handicap. Vous ne pourrez pas être amené à faire une analyse de genre si les données ne sont pas, vous n'avez pas à votre disposition des données désagrégées. Et les données ventilées par sexe, âge et handicap permettent globalement de pouvoir examiner plus spécifique et plus précisément les similitudes, les différences, les tendances
et parmi différents groupes de la population. Et leur utilisation nous permet de pouvoir mettre en évidence les inégalités de conditions de différents groupes d'une population. Et ces données, nous devrions pouvoir les collecter tout au long du cycle de vie d'un projet et ne pas considérer que ces données doivent être uniquement ou spécifiquement quantitatives. Les données ventilées par sexe, âge et handicap doivent également être collectées sur le plan qualitatif pour permettre d'apprécier un certain nombre d'aspects et purement et d'ordre social, culturel, que les données quantitatives à elles seules ne peuvent permettre de pouvoir apprécier. Les aspects relatifs au rôle et responsabilités et aux attitudes, aux comportements des individus, vous convenez avec moi que si vous utilisez que des outils quantitatifs, il vous serait difficile de les appréhender, de les cerner. Et c'est pourquoi l'utilisation de données ou du moins de méthodes et outils qualitatifs s'impose pour nous permettre de pouvoir prendre en considération ou de pouvoir apprécier ces données dynamiques qui sont très ancrées dans les cultures des groupes étudiés qu'on pourrait être amené à étudier. Et lorsque nous parlons du sexe, et bien entendu, on se réfère au sexe masculin et féminin. Lorsqu'on parle de l'âge, et il ne revient pas que de parler de l'âge en étant opaque. Il faut pouvoir catégoriser des tranches d'âge, hein, de sorte à pouvoir permettre d'apprécier des éléments qui ne sont pas toujours les mêmes selon que l'on appartient à une catégorie sociale donnée. Selon que l'on est enfant, donc appartenant de la tranche d'âge de 0 à 14 ans, par exemple, nos besoins spécifiques ne sont pas les mêmes que ceux que pourrait avoir une personne adulte. D'où la nécessité de ne pas confondre les besoins, les attentes des individus en fonction de leur âge. Une autre variable importante également est le handicap. Et comme nous le disions pour l'âge, les besoins d'une personne handicapée et visuelle ne sont pas les mêmes que ceux d'une personne qui n'a pas un problème de vue. Et c'est pourquoi il est nécessaire, déjà au niveau de la collecte des données, que nous puissions prendre en considération ces aspects et même au-delà, lorsque nous voulons traiter les données à notre disposition, que nous soyons regardants sur ces aspects parce que lorsqu'on ne les intègre pas dans l'analyse du contexte, il nous serait difficile plus tard, lorsqu'on voudra proposer des actions spécifiques pour corriger les gaps qui auraient été identifiés lors de cette analyse situationnelle, de pouvoir s'en sortir. Et donc, l'importance de la collecte, de la gestion et de l'utilisation des données ventilées par sexe, âge et handicap et, et qu'elle permet de pouvoir déterminer et comprendre comment les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les personnes handicapées, âgées, les jeunes, ainsi que d'autres groupes de la population sont affectés différemment par des situations données. Elle nous permet également de pouvoir fournir des données probantes pour orienter, planifier, mettre en œuvre et mesurer les politiques, les programmes, les stratégies, que ce soit au niveau national, local, international, de sorte à pouvoir répondre efficacement aux besoins spécifiques des groupes que nous nous engageons à étudier. Nous ne pourrions parler de l'analyse sensible aux gens sans aborder quelques concepts clés, comme ceux relatifs, par exemple, aux normes de genre. Les normes, les normes de genre, globalement, doivent être perçues, autant pour moi, doivent être perçues comme étant ces, comment dirais-je, ces attentes, ces attentes de la société
et vis-à-vis des individus. Les normes de genre sont ces règles implicites et explicites que la société définit et vis-à-vis des individus en fonction de leur sexe, qu'ils soient masculins ou féminins. Et au-delà des normes de genre qui influencent globalement et les attentes de la société vis-à-vis des individus, nous avons également les questions ou le concept d'accès et de contrôle des ressources. Et l'accès aux ressources renvoie à la capacité qu'un individu a de pouvoir utiliser ou de pouvoir bénéficier des ressources matérielles, financières, humaines, politiques, etc. Et généralement, lorsqu'on parle de l'accès aux ressources, on oublie souvent un autre concept qui lui est intimement lié. C'est le concept de contrôle des ressources. En ce sens que vous pourriez avoir accès à une ressource, mais ne pas pouvoir la contrôler. Une femme peut avoir, par exemple, accès à la terre, mais les produits issus de l'exploitation de cette terre pourrait échapper à son contrôle, étant donné que l'homme pourrait être amené à contrôler ces différents produits. Le contrôle des ressources ici est relatif au pouvoir de décider du sort d'une ressource. Si j'ai produit, par exemple, de l'arachide, d'une terre, est-ce que je suis libre? Je peux décider de vendre cet arachide ou je peux décider de l'utiliser et peut-être pour fabriquer des galettes. C'est peut-être un aspect que le contrôle des ressources pourrait nous amener à prendre en considération. On ne peut pas parler de sensibilité aux gens sans évoquer également les questions de besoins pratiques et d'intérêts stratégiques qui influencent globalement les attitudes et les comportements des individus lorsqu'on s'engage à faire des analyses des rapports de genre. Les besoins pratiques renvoient globalement à la condition de la femme, à ses charges de travail, à ses responsabilités dans un contexte ou dans un domaine donné. Si je prends par exemple la sphère privée de reproduction, qu'est la famille, les besoins pratiques, par exemple, des femmes pourraient être liés à l'invisibilité et à la non-valorisation, par exemple, du travail domestique féminin. Et les intérêts stratégiques, eux, émanent de l'analyse de la subordination des femmes aux hommes et sont liés au changement de la position du statut des femmes. Si je me réfère à l'exemple que je viens de donner, parlant de l'invisibilisation et de la non-valorisation du travail domestique féminin, de la charge de travail que la femme est amenée à faire, que ce soit dans le sens de l'entretien, du ménage, dans le sens de la cuisine, dans le sens des soins à donner aux enfants et aux personnes âgées, son travail dans la collecte du bois, énergie, de l'eau, etc. Les intérêts stratégiques ici peuvent être liés à l'accès que la femme peut avoir au pouvoir au niveau de l'aspect domestique. Est-ce qu'on est dans un contexte d'égalité de pouvoir? L'intérêt stratégique lié à la subordination, par exemple, de la femme vis-à-vis des hommes peut amener les hommes à avoir ou à jouer les cartes de sorte à ce que leur intérêt consiste à maintenir, par exemple, les femmes dans un contexte d'infériorité par rapport à eux. Or, quand on s'intéresse aux questions de relatives au genre, l'intérêt stratégique devrait nous amener à travailler de sorte à prendre en considération la nécessité de pouvoir éliminer les différentes formes de discrimination, de violence basées sur le genre, les questions relatives à l'inégalité dans l'accès au pouvoir et par conséquent à la prise de décision. Et dans ce sens, l'égalité de genre
et fait référence à l'égalité des droits, des responsabilités, des opportunités, et aussi bien des femmes, des hommes, des filles que des garçons. Et l'égalité entre les sexes implique globalement que les intérêts, les besoins, les priorités des femmes et des hommes soient pris en considération tout en reconnaissant la diversité des différents groupes de femmes et d'hommes. Et pour finir, nous allons nous intéresser à l'intégration des questions de genre, qui doit être perçue globalement comme étant un processus qui vise à évaluer les situations sexospécifiques, les répercussions et sur les femmes et sur les hommes de toute action à planifier ou à mettre en œuvre, notamment en matière de législation, de politique, de programme, dans chacun des secteurs et à quelque niveau que ce soit. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette question d'intégration du genre pour vous dire les différents niveaux qu'on devrait pouvoir prendre en compte lorsqu'on est dans le cas spécifique, par exemple, d'un projet ou d'un programme de développement. Et un concept qui nous intéresse et qui est d'ailleurs au cœur de ce webinaire, c'est l'analyse sensible au genre. L'analyse sensible au genre, c'est une méthode d'analyse qui examine les différences, les besoins et les inégalités entre les sexes dans un contexte donné. Elle vise à comprendre comment les rôles, les responsabilités, les relations entre les hommes et les femmes ainsi que les normes de genre influencent leur accès aux ressources, aux opportunités et aux bénéfices. Et elle cherche pour finir à identifier les inégalités, les injustices liées au sexe afin de pouvoir concevoir des interventions plus efficaces et plus équitables. Et dans cette dynamique, vous devriez comprendre sans doute l'intérêt que et le, de ce module oui, que Destiny Academy Pro a pu avoir en initiant une telle séance parce que si vous n'intégrez pas la sensibilité aux gens dans les projets et programmes, vous convenez avec moi qu'il vous serait quasiment impossible de pouvoir adresser les inégalités, les injustices et au-delà de pouvoir disposer d'interventions efficaces et équitables. Or, si les interventions ne sont pas efficaces, c'est clair qu'on ne peut pas adresser les problèmes de développement. Donc, voilà globalement des concepts que j'ai voulu clarifier et avant de commencer par amorcer le vif du sujet. Et là, j'ai projeté une image et je voudrais bien vous donner la parole après une dizaine de minutes pour que vous puissiez me la commenter très rapidement. Sentez-vous libre de lever la main et de commenter rapidement cette image pour nous permettre d'avancer. Vu que je suis en mode présentation, et l'administration pourrait nous aider à faciliter la prise de parole, tenant compte de ceux qui auraient levé la main en premier. À vous donc. Merci beaucoup, docteur Tasso, pour cette belle présentation. Alors, par rapport à cette première partie, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des apports? Levez juste la main pour qu'on puisse vous accorder la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Non, je ne vois aucune main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Ok, il y a une main levée. Alors, en attendant que d'autres personnes se décident, nous allons donner la parole à Monsieur Satoyon Seda. Monsieur Satoyon, à vous. Ok, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers tous. Vous m'entendez?
Oui, Vous recevez? OK. oui, on vous Donc, reçoit, allez-y. OK, OK. J'ai suivi un peu. C'est l'image qui est présentée là que j'ai voulu un peu commenter pour voir ma compréhension. Bon, je vois que il y a quatre personnes qui sont là et qui ont besoin d'aide. Donc, on ne peut pas apporter le même type d'aide à ces quatre personnes pour qu'elles puissent avoir au-delà du mur. Donc, il faut que l'aide soit proportionnelle aux besoins spécifiques de la personne pour lui permettre d'avoir au-delà du mur. Donc, c'est pour dire que euh, pour corriger les inégalités, il faut voir un peu les besoins spécifiques de chaque personne se trouvant dans la situation pour lui apporter euh, l'aide nécessaire. Il ne faut pas apporter une aide de façon standard pour tout le monde. C'est la compréhension que j'ai, le commentaire que j'ai voulu faire de cette image. Merci à vous. Ok, merci, Monsieur Satoyon. Madame Victoire. Oui, bonjour, Monsieur Aroinvo, bonjour, chers tous. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Et toujours par rapport à l'image, je voudrais remercier Monsieur Satoyon qui a fait une belle analyse. Et je voudrais juste compléter pour dire que les quatre personnages qui apparaissent sur l'image sont des personnages différents. On a un homme adulte, une femme, un enfant et un jeune, je dirais, qui ont en face de un mur qui forme un barrage et les empêche d'accéder à l'autre côté. Mais compte tenu de la taille de l'homme, on dirait, je dirais qu'il peut voir, mais les trois autres personnages, non. Néanmoins, le jeune, et peut-être compte tenu de son énergie, essaie d'escalader pour mieux voir. Alors, c'est vrai, comme l'a dit M. Satoyon, il faut apporter une aide spécifique à chaque personne de manière équitable pour leur permettre, mais il serait encore mieux de sauter le barrage, de sauter le mur pour permettre à eux tous de pouvoir accéder à l'autre côté aisément. Merci beaucoup. Voilà mon essai. Merci, OK. Madame Victoire. Il n'y a plus d'autres interventions. À vous, Docteur Tasso. Merci beaucoup et merci aux deux intervenants pour la qualité et de leur intervention. Et je pense que le niveau de compréhension est déjà assez élevé et vos interventions me permettent d'être assuré de ce que, inévitablement, et le message passera et encore plus pour nous permettre et d'enrichir davantage nos expériences et notre compréhension des questions de genre. Je ne vais pas revenir sur les commentaires que vous avez faits et je vais juste ajouter que nous sommes là et face à une situation d'inégalité qui mérite, comme vous l'avez dit, de prendre en considération les besoins spécifiques des quatre personnages représentés sur cette image pour pouvoir corriger la situation. Et nous allons avancer. Je vous prie, en voulant faire les interprétations ou les commentaires, d'être vraiment focus sur l'image que vous aurez devant vous pour nous permettre progressivement de voir les implications qui pourraient en découler. Et sur ce, j'avance en vous projetant cette deuxième image que je vous prie de bien vouloir commenter une fois encore. Qui souhaite s'essayer? Sentez-vous libre? Oui, je vois Oui, docteur. monsieur ou madame Coussedo. Oui, merci.
Alors, sur cette deuxième image qui reflète l'égalité, on voit toujours les mêmes personnages et le même mur. Mais cette fois-ci, je vais dire un support, un tableau, quelque chose est donné aux quatre personnages. Et sur ces supports, ils sont montés pour pouvoir voir au-delà du mur. Néanmoins, l'inégalité persiste. Et c'est ça, je vais dire. L'inégalité persiste parce que l'appui apporté est du même niveau pour eux tous. Donc, ça permet aux deux plus élancés de voir mieux. L'homme voit aisément, la femme un peu mieux qu'avant, mais les deux enfants, le petit et le jeune, ne voient toujours pas. Donc, en termes d'égalité, c'est mis l'égalité, mais en réalité, on a apporté le même appui, mais ça n'a pas répondu aux besoins des quatre personnages. Donc, il reste encore à faire. Il faut faire maintenant en sorte que l'appui soit, comment dirais-je, que ça réponde mieux aux besoins spécifiques de chaque personnage et puis le tout serait joué. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle analyse. Et je vois que 4 personnes ont levé la main, mais pour des contraintes de temps, vous voudriez bien qu'on prenne juste un deuxième intervenant et on aura le temps d'avancer. Il y a d'autres images que les autres collègues pourront commenter tout à l'heure. Le deuxième participant ou la deuxième participante à avoir levé la main, prenez la parole, s'il vous plaît, juste pour Je un pense que complément c'est d'information. Maroya, hein. Maroya, je crois que c'est madame. Hein. Ah non, monsieur Maroya Flora. Oui, allez-y. Oui, alors, merci beaucoup. Bonjour à nouveau à tous et à toutes. Je crois à la suite de Madame Ladécan, il faut également observer que les quatre personnages, en fonction de leur sexe et ou de leur taille, ont bénéficié du même support. Et comme elle l'a fait remarquer, les deux adultes qui sont aux deux extrêmes ont pu avoir cette fois-ci accès à l'autre côté donc de la barrière, tandis que les deux plus jeunes, bien qu'ayant bénéficié du même support, n'ont toujours pas eu accès en fait à l'autre côté. Donc, il reste, comme elle l'a précisé, des efforts à faire pour permettre, franchement, à ces deux plus jeunes d'accéder au même titre que les deux adultes, si tant est que l'objectif, c'est de pouvoir voir au-delà de la muraille. Donc, voilà, en dessous de tous, nous avons les mêmes supports du même niveau, de la même taille, mais le problème n'est toujours pas résolu. Donc, en termes d'égalité, comme elle a précisé, ils ont eu tous trois à des supports de même taille, de même hauteur, mais ils n'ont toujours pas accès à peut-être à l'autre côté de la muraille. Donc, voilà ce que je voulais simplement compléter à la suite de Mme Ladécan qui a intervenu avant moi. Merci. Merci, Dr Tasso. Merci beaucoup, cher Maroya et Madame Ladécan pour ces commentaires. Et je constate que Destiny Academy Pro a pu mobiliser des éminences et des cadres qui prennent part à ce webinaire, preuve qu'il y a quand même un minimum de sérieux qui se fait si les spécialistes du genre ne perdent pas un instant pour enrichir leur connaissance dans un espace comme celui-ci. C'est que quand même, il y a un minimum de qualité qu'on peut retrouver et c'est le lieu de remercier toutes celles et ceux qui, à distance, il y a vu des gens connectés depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout, le Bénin. Et merci d'être là. Nous ferons toujours l'effort de répondre autant que nous le pourrions aux sollicitations de ce type. Et donc, dans ce sens, je crois que vous avez très bien fait de préciser que cette image traduit une situation d'égalité, mais qui ne règle pas le problème, en ce sens que le mur qui constitue ici une barrière demeure, barrière qui ne permet pas à la jeune fille, au jeune garçon de pouvoir découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Et
si nous devions revenir au contexte de développement, nos projets de développement depuis de longues décennies ont malheureusement fonctionné de cette manière, en ce sens que les actions qui ont été souvent proposées se sont inscrits dans une situation d'égalité sans pour autant prendre en compte les besoins spécifiques des bénéficiaires et de ces interventions. Et comme vous pourriez le constater là, égalité et de chance ne signifie pas égalité de résultats. Ici, nous pourrions très clairement dire que les 4 personnages ont eu une égalité de chance qui s'est traduite par l'obtention d'un même support. Mais cette égalité de chance ne leur permet pas de pouvoir obtenir le même résultat parce que si l'homme et la femme parviennent à voir de l'autre côté, les deux autres n'ont pas cette possibilité. Et j'avance en projetant cette fois-ci cette troisième image que je prierai à une personne volontaire de bien vouloir commenter. Ok, bonjour à toutes et tous. Bonjour, docteur Tasso. J'espère que vous me recevez. 5 sur 5. Ok, merci beaucoup. Ici, nous sommes en présence d'une image de 4 personnes, 2 adultes, un homme, une femme, et 2 personnes, un homme, une femme, plus jeunes que les 2 précédentes. Et nous voyons des gens qui sont posés sur des supports, mais les supports n'ont pas les mêmes tailles. Et donc, les individus, au départ, n'étant pas dans les mêmes conditions, je dirais qu'on a tenu compte des besoins spécifiques de chacun d'eux pour que tous ensemble, ils puissent avoir une vue derrière la clôture. Je vois l'homme et la femme du moins qui est à l'extrême gauche, qui est sur 2 supports. Et à sa droite, je vois le plus jeune qui est sur 4 supports. Et à sa droite, je vois une jeune dame qui est là sur 3 supports. Et à l'extrême droite, je vois un homme qui est sur un support. Mais les 4 personnes ont toujours une vue sur ce qui se passe derrière la clôture. Et c'est la réalité d'une situation d'équité qui permet de prendre en compte les besoins spécifiques de tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour cette belle interprétation. Et je vais juste ajouter que effectivement, il y a eu ici une justice sociale, en ce sens que les besoins spécifiques des 4 individus ont été pris en compte. Justice sociale parce que, vous voyez, le petit a pu bénéficier de 4 supports pendant que l'adulte n'en a qu'un seul. La mère a pu bénéficier de 2 supports pendant que la fille en a 3. On a tenu compte de la taille des 4 personnages pour leur donner des supports de sorte à leur permettre de pouvoir avoir ici une égalité de résultats, lequel résultat est de pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Mais cette situation d'équité ne s'inscrit pas dans la durabilité parce que vous convenez avec moi qu'il y a 2 problèmes majeurs qui persistent. Le premier est lié à la barrière qui demeure et le deuxième est lié à la situation de précarité des enfants qui sont sur les supports, par exemple. Le tout petit, à tout moment peut perdre l'équilibre et tomber. Et même pour accéder à ces 4 supports, vous convenez avec moi que s'il ne se fait pas aider, il lui serait difficile de monter. Et même si on l'aide, situation qui prouve sa dépendance, pour redescendre de ces 4 supports, s'il n'y a personne à côté de lui pour lui donner un coup de main, il risque de se retrouver dans une situation inconfortable. Donc, l'équité ici, qui traduit l'égalité des résultats, ne garantit pas encore la durabilité et ne permet pas d'adresser efficacement
le problème auquel ces 4 personnages sont confrontés. Ce qui implique que dans nos interventions programmatiques, dans nos politiques, dans nos programmes et projets de développement, même la prise en compte de l'équité qui était perçue jusqu'ici comme étant la solution ou du moins l'approche la plus indiquée pour adresser de façon efficace et durable les problèmes de développement en permettant aux différentes couches les plus vulnérables de pouvoir saisir des opportunités de développement ne permet pas encore de régler le problème. D'où cette dernière image que je vous prierai de commenter pour nous permettre de poursuivre. Qui veut s'essayer? Bon, si vous le permettez, je peux reprendre la parole. Non, Monsieur Romuald, est-ce qu'il y a un autre intervenant, vu que vous aviez déjà pris la parole une fois? Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole? Voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Sur cette image, nous voyons toujours les 4 personnages, mais dans une situation beaucoup plus confortable. Devant ces 4 personnages, la barrière est sautée, il n'y a plus de barrière. Donc, chacun dans sa condition personnelle est à l'aise de voir au-delà de ce qui était une barrière et ils sont tous heureux, ils sont joyeux, quelle que soit leur situation personnelle, ils sont aisés à voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir malgré la situation d'équité. Et c'est ceci qui traduit maintenant l'inclusion où tout le monde est pris en compte, quelle que soit sa situation. Merci beaucoup, voilà mon essai. Merci beaucoup. Et pour cette intervention, la barrière ici a été sautée. Le mur, vous voyez, a été complètement détruit et l'état de main des 4 personnages traduit la joie qu'ils peuvent éprouver parce que ici, ils peuvent apprécier la verdure, ils peuvent apprécier le paysage qui est devant eux. Même couchés, ils peuvent voir. L'enfant n'aura plus besoin de l'aide d'une tierce personne pour l'aider à monter sur le support. Il n'aura besoin de personne pour pouvoir observer. L'inclusion, c'est ce à quoi nous devrions pouvoir tendre désormais parce que nos projets, nos politiques, nos programmes doivent pouvoir tenir compte du fait que dans la prise en compte des besoins spécifiques des différentes couches sociales, des mesures vraiment adaptées devraient être proposées de sorte à ce que même les plus vulnérables, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient personnes âgées, qu'ils soient enfants, n'aient besoin globalement de l'aide, n'aient pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour pouvoir saisir, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et c'est sur ces éléments que nous allons faire la transition et vous projeter en même temps les 4 échelles d'intégration du genre dans un projet de développement. Le premier de ces niveaux, c'est le genre aveugle. Nous avons des projets qui sont aveugles au genre, ce qui signifie tout simplement que ces projets renforcent les normes, les discriminations, les inégalités de genre et ne font aucun effort pour pouvoir corriger les inégalités sociales et de genre qu'il pourrait avoir par rapport aux problèmes à corriger. Les projets aveugles en genre sont des projets dans lesquels les inégalités de genre sont donc renforcées. Et c'est des projets dans lesquels, même s'il y a des actions de développement qui étaient vues, on ne les corrige pas, on ne corrige pas les inégalités de genre, ce qui peut permettre même d'aggraver le problème de développement auquel on envisage de s'attaquer. Il y a également des projets neutres en genre. Ici, tout ce qui est relatif
aux stéréotypes et traditionnels, aux inégalités de genre sont globalement considérés comme pas assez pertinents dans le cadre du projet. Bon, ni froid ni chaud. On n'a ni froid ni chaud et sur tout ce qui est relatif aux normes de genre, sur tout ce qui est relatif et aux ressources. Bref, on ne propose pas de mesures adaptées pour pouvoir les adresser. Le genre sensible. Un projet est dit genre sensible lorsqu'il reconnaît le genre comme étant un facteur déterminant à prendre en compte et que, ici, globalement, les questions relatives aux normes, aux rôles, aux responsabilités, à l'accès aux ressources sont prises en compte, mais la particularité ou la limite est que les projets genre sensibles ne s'attaquent pas aux causes structurelles de ces inégalités de genre et par conséquent ne proposent pas de mesures spécifiques pour pouvoir les adresser. Et le quatrième type de projet qui est l'idéal, c'est les projets transformateurs en genre. Ici, la prise en compte du genre transformationnel implique que l'on propose des mesures spécifiques pour pouvoir transformer les relations de pouvoir inégales, les causes structurelles et donc profondes des inégalités de genre en prenant ou en s'attaquant à 6 éléments structurants ou structurels qui les pérennisent. Tout à l'heure, je vais insister sur ces 6 éléments pour que nous puissions voir qu'au-delà de la sensibilité en genre, il est nécessaire, en tant qu'acteur de développement, en tant que spécialiste du genre, que nous puissions tenir plutôt compte du genre transformateur. Et c'est ceci qui nous permet de nous demander si nous devons prendre en compte le genre dans les projets et programmes de développement. Si nous voulons que nos projets, que l'analyse sensible aux gens soit prise en compte et au-delà de l'analyse sensible aux gens, l'analyse transformatrice en genre soit intégrée à nos projets, programmes, quels sont les outils qui doivent nous permettre d'y arriver? Il y a plusieurs outils et la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai juste repéré quelques-uns pour nous permettre d'avoir une vue globale, vu que nous n'avons pas assez de temps. C'est l'analyse genre. L'analyse de genre, je dis que c'est le point de départ pour l'intégration de la dimension genre dans un projet ou dans un programme. La particularité, c'est qu'elle nous permet de pouvoir identifier les vulnérabilités et les besoins spécifiques des hommes et des femmes. Elle nous permet de pouvoir examiner les différences dans les rôles de ces différentes catégories sociales. Elle nous permet de pouvoir examiner les obstacles, les contraintes, les opportunités, mais également les impacts sur la vie des uns et des autres. Et pour finir, de pouvoir examiner le niveau de pouvoir exercé par les hommes et les femmes dans l'accès et le contrôle des ressources. Globalement, nous avons 3 principes directeurs de l'analyse de genre. C'est la participation des hommes et des femmes qui est fondamentale. C'est les rôles dévolus aux femmes et aux hommes qu'il convient de pouvoir prendre en considération. Et c'est également les catégories de personnes défavorisées qui restent prioritaires dans l'analyse. Donc, vous ne pourriez pas dire que vous avez fait une analyse de genre si vous n'avez pas analysé la question de la participation des hommes et des femmes, si vous n'avez pas analysé les rôles spécifiques dévolus aux hommes et aux femmes, et si vous n'avez pas pris en compte les personnes défavorisées. Et globalement, la finalité de l'analyse de genre, c'est de pouvoir formuler des recommandations pour répondre efficacement aux besoins pratiques des hommes et des femmes. Ça, c'est un premier outil qui s'impose à tout le monde, pas même seulement aux spécialistes genre.
quelle que soit votre position, si vous êtes financier, si vous êtes, comment dirais-je, et statisticien, et que sais-je encore, vous devez de pouvoir intégrer l'analyse de genre dans le travail que vous êtes amené à faire. Un deuxième outil qu'il me plaît ou pas un outil, et un élément qu'il est important également de pouvoir prendre en compte lorsqu'on veut faire des analyses sensibles aux gens, c'est de pouvoir tenir compte des 3 dimensions de l'analyse de genre. Nous avons parlé de l'analyse de genre, de sa finalité et tout, mais l'analyse de genre repose sur 3 dimensions, dont la première est la dimension symbolique. Vous ne pourrez pas faire une analyse de genre si vous ne cherchez pas à comprendre les représentations sociales que l'on se fait de la féminité, de la masculinité dans le contexte que vous êtes en train d'étudier. La dimension symbolique permet ici de pouvoir apprécier des éléments liés, par exemple, aux normes sociales et de genre, au discours culturel, à ces éléments qui prennent en compte les conceptions stéréotypées que l'on peut développer par rapport à une situation ou à une autre. Si je prends la question de l'accès à la terre, on vous dira que la femme ne peut pas hériter de la terre parce qu'elle est appelée à se marier si l'analyse est faite dans, comment dirais-je, au sein de sa famille. Dans son foyer, on vous dira qu'elle ne peut pas hériter de la terre parce qu'elle est étrangère. Et il y a ces discours qui sont développés pour exclure, vous voyez, la femme de l'accès à ou de l'héritage de la terre. La dimension symbolique trouve son ancrage dans le culturel, dans le social également, en ce sens que le social ici, notamment, et l'éducation, permet, lors du processus de socialisation, de pouvoir intégrer dans les mentalités individuelles et collectives le fait que telle personne, en fonction de son sexe, ne doit pas avoir accès à tel privilège, ne doit pas avoir accès à telle opportunité. Et la dimension institutionnelle ici prend en compte le fait que le symbolique, comme nous étions en train de le dire, trouve toujours son ancrage dans des pratiques institutionnalisées. L'éducation, le mariage, la division du travail. Et donc, vous ne pourriez pas faire une analyse de genre sans analyser la manière dont la division du travail est répartie au sein du groupe que vous voulez étudier. Vous ne pourriez pas faire une analyse de genre si les questions relatives à l'éducation, au mariage, à la santé, qui généralement constituent des cadres formels dans lesquels les normes sociales et de genre sont établies, sont véhiculées. Et une dernière dimension de l'analyse de genre, c'est la dimension du sujet individuel qui prend en compte ici le fait que chaque individu, selon qu'il est de sexe masculin ou féminin, selon qu'il est une personne handicapée, forme sa propre personnalité. Je peux être une femme et me forger une personnalité d'homme. Donc, la dimension du sujet individuel ici met l'accent sur les différences que ressentent les hommes et les femmes et qu'il est important de pouvoir prendre en compte parce que cette dimension nous permet de pouvoir agir sur la capacité d'agir, par exemple, des individus. Au-delà de l'analyse de genre, il y a le profil d'accès et de contrôle des ressources qu'on peut analyser suivant le tableau que j'ai proposé là. Et l'accès aux ressources
est analysé selon que l'on est de sexe, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Quand on prend par exemple la ressource terre, le profil d'accès et de contrôle de la terre peut être analysé en tenant compte de qui a accès à la terre, selon qu'on est dans un contexte donné. Selon qu'on est, par exemple, à Clécamé, qui a accès à la terre? Qui contrôle la terre? Lorsqu'on prend par exemple les équipements agricoles, qui a accès aux équipements agricoles? Qui les contrôle? Les revenus, qui a accès à ces revenus? Qui contrôle ces revenus? Pareil, si l'on vient au niveau sociopolitique avec les questions relatives à l'éducation, hein, au leadership, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Vous pourriez l'alimenter en tenant compte du sujet que vous êtes en train de vouloir étudier ou de vouloir analyser. La réalité est que quand vous analysez, vous remplissez ce tableau, juste après, vous avez la possibilité d'être situé par rapport à qui contrôle et qui a accès aux ressources, qui contrôle les ressources. Vous pourriez être amené à constater, par exemple, que une ressource et des individus peuvent accéder à une ressource selon leur sexe, mais ne pas avoir, par exemple, le contrôle de ces ressources. Nous avons dans des contextes spécifiques du Bénin ici, des femmes qui peuvent travailler sur une semaine, par exemple, par rapport à leurs activités génératrices de revenus, mais à la fin, elles vont rendre compte à leur mari. Elles vont remettre les ressources issues de leur activité d'une semaine de labeur à leur mari. Et c'est continu, c'est issu de tout le monde. Et ce dernier peut utiliser ces ressources comme bon lui et semble, même s'il faut les utiliser, par exemple, pour épouser une deuxième ou une troisième femme. Donc, cela veut dire que la femme a accès à la ressource, mais elle ne la contrôle pas. Ici, nous disons que le profil d'accès et de contrôle est un outil qui est très utile pour collecter et pour analyser des informations à différentes étapes d'un projet. Un autre outil, c'est les indicateurs sexo-spécifiques, dont l'objectif est de pouvoir identifier les manques de parité dans l'accès aux responsabilités dans différents domaines, mais également de pouvoir apprécier des indicateurs liés à la participation en termes de pourcentage de femmes, par exemple, titulaires d'un diplôme, de pourcentage de femmes élues au Parlement, de pourcentage de femmes qu'on pourrait avoir au gouvernement. Donc, vous convenez avec moi que selon que vous êtes dans un domaine, si vous êtes dans le domaine, par exemple, de l'économie informelle, vous appliquerez les indicateurs en tenant compte de ce domaine. Si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, vous feriez pareil. Donc, quel que soit le domaine, les indicateurs sexo-spécifiques, on peut également les utiliser. Il y a un autre outil qu'on appelle l'adapter et l'agir. Adapter, le A ici, c'est pour l'analyse des différences entre les sexes. Le D, c'est pour déployer des services conçus pour répondre aux besoins de tous. Le A, c'est assurer l'accès des femmes, des filles et des garçons, et tout comme des hommes. Le P, c'est promouvoir une participation équitable. Mettez vos sons, s'il vous plaît. Le P, je disais, c'est promouvoir une participation équitable. Le T, c'est transmettre équitablement des connaissances et des savoir-faire aux hommes et aux femmes. Et l'agir est apprécié en termes de agir. Le A, pour agir contre la violence à l'égard des femmes et des hommes. Le G, gérer la collecte et l'analyse des données désagrégées par sexe et par âge et en rendre compte. Le I, instaurer des mesures ciblées en fonction d'une analyse comparative entre les sexes. Et le R, renforcer la coordination des actions avec les partenaires. C'est un outil qui est vraiment très intéressant et lorsque l'on veut travailler dans un contexte spécifique à
identifier les différences qu'on pourrait avoir en termes de besoins, en termes d'attentes des hommes et des femmes, en même temps utile pour pouvoir proposer des actions spécifiques pour pouvoir les adresser. Et c'est là où l'AGIR intervient. Et avec les spécificités que vous avez telles que projetées à l'écran. Vu que nous n'avons pas assez de temps, j'aborde les budgets sensibles aux gens. C'est également un outil qui nous permet de pouvoir disposer et de pouvoir prendre en compte la sensibilité aux gens dans les projets et programmes. Et la particularité est qu'il convient de préciser qu'un budget sensible aux gens n'est pas un budget à part pour les hommes, un budget à part pour les femmes. Et le budget sensible aux gens est plutôt, ou la budgétisation sensible aux gens est plutôt un processus d'évaluation des implications de toute action planifiée sur les femmes, les hommes et les autres groupes cibles. Le but étant de pouvoir analyser comment les dépenses publiques promeuvent ou empêchent l'équité de genre et quel que soit l'impact qui affecte les hommes et les femmes. C'est un outil. Et pour finir, globalement, nous pensons ici, comme le soutient la Banque mondiale, que la budgétisation sensible aux gens nous permet de pouvoir soutenir une économie intelligente et à l'égalité des gens, et sans laquelle, bien entendu, vous convenez avec moi, on ne pourrait atteindre le niveau souhaité de développement inclusif et social et durable, j'allais dire. Et la budgétisation sensible aux gens est un exercice aujourd'hui vraiment capital, en ce sens que même au niveau de l'État central, de nos gouvernements, elle est adoptée. Elle est systématiquement adoptée, justement parce qu'on a eu le temps de comprendre que sans budget sensible aux gens, on ne pourrait avoir des activités ou du moins des interventions sur le terrain qui permettent de pouvoir corriger durablement les problèmes de pauvreté ou de mal-être de nos États. Et pour finir, je vais finir d'ici peu pour vous donner la parole parce que l'objectif, c'est également de pouvoir recueillir vos contributions, vos questions. Pour finir, c'est vrai que le webinaire est intitulé « Analyse sensible aux gens ». Mais comme je le disais tout à l'heure lorsque je parlais des échelles d'intégration du genre, vu notre niveau, la sensibilité aux gens, nous pourrions considérer que vraiment c'est ce qu'il nous faut vu que nous venons de très loin. Mais au-delà de la sensibilité aux gens, il y a un élément clé qu'il est important de pouvoir prendre en compte. C'est la transformation même des inégalités de genre. Parce qu'au-delà de la sensibilité aux gens, je vous ai dit, il y a le genre transformateur. Et si nous voulons parler de l'approche transformatrice en genre, qui nous permet d'adresser les causes les plus profondes des inégalités de genre, de sorte à ce que la barrière, telle qu'on l'avait vue au niveau de la dernière image, soit sautée. En ce sens que cette approche transformatrice en genre nous permet justement de pouvoir briser les barrières, donnant ainsi la possibilité aux différentes composantes de la société de pouvoir accéder, contrôler les ressources, mais également de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Cette approche transformatrice en genre implique que l'on puisse prendre en compte six éléments clés. C'est les normes du genre. Ce qui signifie que vous ne pourriez pas avoir un projet de développement si ce projet, déjà au niveau de l'analyse situationnelle, ne fait pas une analyse des normes sociales et de genre et de l'influence qu'elles pourraient avoir sur les différents groupes cibles du projet. Vous ne pourriez pas avoir un projet si le projet n'intègre pas l'analyse de la capacité d'agir. La capacité d'agir en termes ici d'estime de soi, de confiance en soi,
de capacité à prendre la parole en public, de connaissances critiques, d'esprit critique, etc., etc. Un projet qui n'a pas des actions qui prennent pour adresser ou pour renforcer la capacité d'agir des filles, des femmes, des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes déplacées, serait un projet qui ne peut pas nous permettre de pouvoir sauter la barrière comme nous l'avions dit. Et nous disons que la capacité d'agir ici est un aspect très important pour améliorer la position et pour faire progresser les droits et l'égalité de genre. C'est également un élément important pour améliorer l'accès des couches vulnérables aux ressources. Si vous ne renforcez pas la capacité d'agir des couches les plus vulnérables, je suppose que nous sommes dans le domaine du leadership politique. La faible capacité d'agir des femmes peut les amener, par exemple, si vous voulez les positionner à des postes de responsabilité, à dire non, il vaut mieux prendre un homme. Parce que justement, elle manque de confiance en elle-même. Elle n'a pas d'estime pour sa propre personne. Elle n'a pas la capacité à intervenir en public. C'est un élément qu'il est important de pouvoir intégrer dans vos projets et programmes. Le travail avec les garçons et les hommes. Généralement, on pense que lorsqu'on veut promouvoir le genre, toutes les actions doivent être orientées vers les femmes et les filles. Mais c'est une erreur. Parce que quand vous faites correctement, vous intégrez correctement le genre, notamment dans sa dynamique transformationnelle en genre, c'est que forcément, vous devez pouvoir faire des garçons et des hommes des alliés du changement. En ce sens que ces garçons et ces hommes, souvent considérés comme les principaux responsables des inégalités et des discriminations de genre, vous devriez les amener à pouvoir adopter des comportements et des attitudes positives. Vous devriez les amener à développer des masculinités positives sans lesquelles on ne peut impulser le changement de comportement individuel et collectif. Le quatrième élément du genre transformateur à prendre en considération, c'est la diversité. En ce sens que, bien entendu, tout ce qui est relatif aux personnes handicapées, tout ce qui est relatif aux personnes issues des minorités ethniques, religieuses, sexuelles et tout ce qui va avec, on doit pouvoir les prendre en compte pour pouvoir mieux adresser les inégalités. Le cinquième élément est relatif à l'amélioration de la condition et de la position. Nous avions eu le temps de dire que lorsqu'on parle de l'accès aux ressources, les femmes et les filles sont généralement les plus défavorisées. C'est vrai que c'est un aspect sur lequel les projets et programmes insistent souvent le plus. En ce sens qu'on veut améliorer les conditions des femmes. Vous allez voir équipement par-ci, et comment dirais-je, et prise en compte des besoins et des femmes par rapport à l'accès à la terre et tout ce qui va avec. Mais est-ce que ce seul aspect permet de régler définitivement les problèmes de mal-être de nos sociétés, notamment des problèmes d'inégalité de genre? Si vous équipez et que vous ne renforcez pas les capacités des femmes et des filles à utiliser les matériaux, si vous n'adressez pas les normes sociales et de genre, si vous n'impliquez pas les différentes composantes de la société dans toute leur diversité, et si vous ne travaillez pas pour finir à promouvoir un environnement favorable à travers les plaidoyers, le travail d'influence qui peut être fait pour influencer les cadres législatifs, budgétaires et politiques, c'est clair que vos actions de développement ne peuvent pas vous permettre de pouvoir adresser durablement les causes les plus profondes des inégalités de genre. Et donc, au-delà de la sensibilité en genre, je voudrais nous inviter à nous inscrire dans une perspective transformationnelle en genre pour être sûr que les actions de nos projets et programmes s'inscrivent dans la durabilité. Et pour mettre efficacement en œuvre l'approche transformationnelle en genre, il y a un outil spécifique qu'on utilise, le Gender Transformative Maker, pour être sûr
qu'à la phase de conception, de mise en œuvre et de clôture, le genre est effectivement évalué et permet d'adresser les causes les plus profondes des inégalités de genre. Si vous avez un projet de développement, cet outil, et qu'on résume souvent un outil GTM, vous permet de savoir si votre projet de développement est aveugle en genre, neutre en genre, sensible en genre ou transformateur en genre. Et comme j'ai dit, les bailleurs de fonds aujourd'hui privilégient les projets transformateurs en genre. Parce qu'avant de vous donner le financement, on veut être sûr que le projet ne sera pas un projet de plus. Parce qu'on a eu plusieurs projets qui sont mis en œuvre, mais qui, à leur fin, c'est fini. Et le projet, ça, à partir du moment où le projet est arrivé à terme, les populations retournent dans leur travers. Or, si vous vous inscrivez dans une dynamique transformatrice en genre, c'est clair que même après le projet, les populations ou les bénéficiaires vont se l'approprier et vont adopter des comportements positifs qui vont permettre de régler définitivement les problèmes de développement qui avaient été initialement relevés. Je reconnais que le temps imparti ne nous a pas permis d'aller dans les détails, mais comme l'objectif, c'est de pouvoir, comment dirais-je, nous amener, susciter des réflexions et nous amener à pousser plus loin les échanges, hein, et les recherches. Et on peut se contenter de cela, quitte à ce que si vous avez des besoins spécifiques, que vous puissiez les formuler à l'endroit de Destiny Academy Pro, qui s'est initié pas mal de formations de renforcement de capacité pour approfondir des aspects spécifiques. Donc, je m'en arrête là, tout en vous remerciant pour votre aimable attention et reste ouvert à vos contributions et questions éventuelles. Je reste convaincu que la salle est assez fournie parce qu'il y a pas mal d'expertises que je vois là qui pourront contribuer à enrichir les échanges que nous venons de lancer. Donc, je redonne la parole à l'administration pour faciliter la dernière phase des échanges. Merci et à vous. Merci beaucoup, Dr. Tasso, pour cette belle présentation avec un contenu très riche et qui a abordé tous les aspects en lien avec l'analyse de genre et aller même au-delà de l'analyse de genre. Merci aux différents participants et participantes qui sont restés jusqu'à la fin. Je voudrais souligner que ce contenu est un pan hein, d'un programme complet de formation au sein de l'académie intitulé Genre et inclusion sociale. Et c'est un programme de formation de 10 semaines et qui coûte juste 115 000 francs pour les frais de formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 de ce mois et vous avez la possibilité de payer en deux tranches. Alors, ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les thématiques en lien avec le genre, à savoir l'analyse des genres, les outils d'intégration du genre dans les programmes et projets, en termes de l'approche transformatrice du genre et bien d'autres concepts et thématiques en lien avec le genre. Je vous invite vivement à rejoindre cette dernière cohorte. Nous faisons ou nous réalisons deux cohortes chaque année. La première de cette année est passée déjà. Je remercie Madame. Je crois qu'on a certains alumni et certaines alumni qui sont là et qui ont encore participé à ce webinaire. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. J'ai laissé dans le chat le deuxième lien qui est laissé dans le chat qui permet de vous inscrire et de laisser toutes les informations pour nous permettre de vous contacter. Vous verrez aussi sur le flyers projeté les coordonnées de l'académie pour pouvoir entrer en contact avec nous. Tout compte fait, nous allons encore laisser ces coordonnées dans le chat
et vous aurez la chance de découvrir de façon plus approfondie les concepts, les thématiques, les outils et toutes les approches en lien avec le genre, avec notre expert formateur, Dr. Tasso. Sur ce, nous allons prendre les différentes questions et apports. Alors, je vois une seule main. Monsieur Igor, allez-y. D'accord, merci beaucoup, monsieur. J'avoue que je suis très content de tout ce que j'ai entendu du début jusqu'à la fin de cette belle présentation qui est faite avec éloquence. Et je remercie au passage le docteur Tasso qui l'a présenté avec, je vais dire, des termes qui expliquent mieux les différentes notions que nous avons vues. Je m'en vais demander quel lien direct peut-on faire entre l'analyse sensible aux gens et l'inclusion. Nous avions vu par rapport aux gens quelques concepts qui sont bien clairs à mon niveau, mais je voudrais quand même comprendre un peu, est-ce qu'il y a un lien direct que je peux faire entre l'analyse sensible aux gens et l'inclusion? Parce que nous avons vu des images où on a parlé de l'inégalité, on a parlé de l'égalité, on a parlé de l'équité, et l'autre notion transcrite en images que j'ai découvert aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'inclusion. Et c'est pourquoi je voudrais comprendre un peu le lien entre l'analyse sensible aux gens et l'inclusion. Et à la suite de tout ça, je voudrais demander si nous pouvons avoir le support de présentation du formateur. Et ça nous fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Je pense Ok. qu'avant de donner la parole au formateur, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle? En attendant, par rapport à nos webinaires, nous ne mettons pas dispo, nous ne partageons pas le support. On partage l'enregistrement, mais le support, euh, nous ne mettons pas ça à disposition des participants. Comme je l'ai souligné, pour approfondir vos connaissances, c'est de rejoindre la formation. Merci. Je vois deux autres mains. Est-ce qu'on va répondre question par question? Je ne sais pas, hein, chef, cher expert. Je propose de prendre toutes les questions et ensuite de répondre aux questions. Ok, ça marche. Ok. Monsieur Satoyan, allez-y. Ok, merci beaucoup et merci au présentateur. J'ai particulièrement beaucoup apprécié ce webinaire et tous les éléments qui ont été abordés sont très intéressants pour nous en tant qu'acteurs de développement. Et j'avais une préoccupation à laquelle vous avez répondu par rapport au support. Je vous comprends. Maintenant, comment est-ce que on peut faire, comment est-ce que vous pouvez nous faciliter aussi l'accès à cette formation que je trouve très, très intéressante avec des conditions qui pourront nous aider vraiment à prendre part activement à cette formation. Je suis très intéressé et j'attends vivement que vous nous précisez un peu les conditions, comment on peut avoir accès à cette formation. Et je comprends déjà qu'on pourra quand même avoir, vous pourrez partager avec nous l'enrichissement qui a été fait de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Satoyan. Je vois un troisième mais sans nom. Allez-y. Oui, allô, bonjour à toutes. Et Firmin Dossou, je remercie Dr Tasso pour sa brillante présentation. Moi, j'ai juste un petit commentaire, une petite question de clarification que je veux vraiment comprendre. Je suis parfaitement
d'accord, hein, surtout quand on vient sur la notion de genre transformatrice et genre transformateur du joint. Et vous ne pouvez pas initier aujourd'hui un projet sans que ça ne répond pas à ces critères-là, notamment de plus en plus, comme il a dit tout à l'heure, les bailleurs se penchent un peu plus sur le genre transformateur parce que nous avons vu tout à l'heure des images où la toute dernière image nous montre un peu qu'il faut travailler aussi bien avec les autres pour pouvoir enlever également les barrières. Et ça, là, ça rentre surtout dans le genre transformateur. En tant que statisticien, parce que moi, je suis statisticien de formation, quand nous regardons un peu, on parle d'outils, je m'attendais à voir un peu tel outil permet d'analyser tel outil, mais à ma compréhension, ce que j'ai vu, ça semble un peu à des méthodes. Je ne sais pas si c'est ma manière de comprendre ou bien si c'est toujours de cette manière qu'il faut faire l'analyse des projets en suivant les différents outils dont Dr. Tasso a parlé tout à l'heure. C'est juste la seule préoccupation que j'ai. Merci à vous. Ok, merci beaucoup pour les différentes préoccupations et questions. Je pense qu'il y a une question qui est adressée à l'administration. Comme je l'avais souligné, la formation coûte 115 000 francs CFA et il est possible de payer en deux tranches. En dehors des frais de formation qui coûtent 115 000 francs, nous avons les frais d'inscription qui coûtent juste 5 000 francs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 août 2025. Quelle autre information? C'est une formation totalement à distance et c'est généralement en cours du soir. Pour la session passée, on faisait 2 séances par semaine et c'est des cours de 20 heures à 22 heures. On faisait 2 séances par semaine et je crois qu'on a fait environ 8 semaines de cours, 2 semaines de révision et à la suite de ça, il y a eu l'évaluation finale de certification. Et comme vous l'auriez constaté sur la fiche, c'est un programme de formation certifié par l'agence américaine et universitaire de l'enseignement, de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et tertiaire qui certifie vraiment les certificats qui sont délivrés. Ce qui fait qu'à l'issue de votre formation, vous n'avez pas droit systématiquement à un certificat, mais vous avez droit à une attestation de participation. Et pour bénéficier du certificat de capacité qui est donné, il faudrait réussir à l'évaluation finale. Donc, c'est vraiment un grand suivi et c'est une formation de reconnaissance internationale. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations que j'ai oubliées? Donc voilà, les coordonnées sont laissées. C'est le plus 229 56 26 26 35 pour ceux qui voudraient nous contacter par appel par WhatsApp. Si c'est par appel direct, il faudrait ajouter le 01. Donc, plus 229 01 56 26 26 35. Si c'est par mail, c'est le contact @destinyacademypro.com pour nous contacter par mail et pour d'autres informations. Le lien d'inscription ou de pré-inscription plutôt est laissé dans le chat avec les différentes adresses. Voilà. Monsieur Dr. Tasso, à vous pour le reste des questions. OK. Merci beaucoup, cher directeur. Merci aux participantes et participants pour l'intérêt accordé à ce webinaire et pour les feedbacks. Et j'ai noté globalement 2 questions. La première étant relative à l'analyse sensible aux gens et à l'inclusion. Quelle différence est établie entre ces deux concepts? Et globalement, retenez que l'analyse sensible aux gens et l'inclusion sont des approches qui sont complémentaires. Complémentaires en ce sens que, et comme vous l'auriez constaté au niveau des images, vous ne pourriez pas parvenir à l'inclusion si au préalable, vous ne passez pas par la sensibilité aux gens. Avant que la barrière ne soit sautée,
il vous serait difficile si vous aviez quitté le niveau de l'inégalité, de sauter l'étape de l'égalité, celle de l'inégalité et de l'équité pour en arriver directement à l'inclusion. C'est des étapes donc qui se tiennent et se complètent et ont la particularité de pouvoir et permettre d'identifier et de traiter les inégalités de genre et en s'assurant que de façon globale, les besoins et les attentes spécifiques des femmes, des hommes et des personnes âgées sont prises en compte. Et si vous voulez que je sois encore plus précis, je dirais que l'inclusion est l'étape la plus avancée de l'analyse sensible au genre. Et c'est en référence justement à cette inclusion que j'ai été amené à présenter l'approche transformatrice en genre pour nous amener à comprendre qu'au-delà de la sensibilité en genre, il y a un niveau plus avancé qui est requis aujourd'hui par les bailleurs et qui, si vous êtes dans le domaine du développement, il est important que vous puissiez avoir des projets, programmes transformateurs en genre. Et généralement, au niveau de la partie étatique et même au niveau des partenaires techniques et financiers, nous initions des sessions de renforcement de capacité de ce type, de sorte à permettre, lorsqu'on veut élaborer, par exemple, un budget, et comment est-ce qu'on s'assure de la prise en compte du genre et dans les budgets, comment est-ce qu'on s'assure de la prise en compte du genre dans les projets et programmes de développement. Et si vous faites attention, vous allez constater aujourd'hui que c'est vraiment la priorité, même au niveau du ministère de l'économie et des finances qui en son sein a vraiment une direction qui travaille énormément sur cette question pour que, et au niveau du Bénin, de façon globale, les politiques que nous élaborons tiennent compte justement de cette question cruciale. Et quand on est au niveau des organisations internationales, ou du moins même au niveau des organisations locales, et vous allez voir que nous ne pouvons pas élaborer des projets, comme je le disais, sans prendre en compte ces aspects. Et dernièrement, avec beaucoup de plaisir, j'ai vu la lettre de cadrage des ministères qui a été partagée. Et si vous la parcourez, très clairement, vous allez voir les orientations que l'État a données aux différents ministères par rapport à la prise en compte du genre. Preuve que si l'État, au plus haut niveau, en fait une priorité, ce n'est pas nous autres qui allions rester à la traîne. Et même si nos capacités ne sont pas renforcées dans ce domaine, c'est que nous devons de pouvoir faire un effort pour les approfondir si nous voulons être vraiment compétitifs. Et ce n'est qu'un aspect parce que, comme je vous l'ai dit, et si je dois aller dans les détails, et ça me permet d'aborder quelque peu la deuxième question du deuxième intervenant relative aux outils, aux méthodes. Et si je dois aborder cette question, et pour être plus précis, si je prends la question relative à l'outil spécifique qu'on peut utiliser quand on est au niveau, par exemple, de l'approche transformatrice en genre, je ne l'ai pas projeté. Si je devais aller dans les détails par rapport aux outils, et je craignais de ne pas pouvoir tenir dans le temps. Mais si on est dans un espace plus élaboré, je peux aller dans les détails, projeter les outils et pour que vous puissiez voir globalement de quoi chaque outil comment dirais-je, à quoi chaque outil renvoie. Je crois que tout ce que j'ai projeté, le seul outil que j'ai présenté, c'est le profil d'accès et de contrôle. Le profil d'accès et de contrôle aux ressources. Le tableau que j'ai présenté, ça,
c'est un outil pour répondre à la préoccupation du statisticien que je remercie et au passage pour son intérêt, preuve que les questions de genre nous concernent tous. Si je devais le faire pour le Gender Transformative Maker, j'aurais projeté l'outil. C'est un outil Excel avec différentes dimensions et j'aurais pu le faire pour tous les outils tout ce que j'ai projeté là, mais qui ici visait globalement à vous donner une idée des informations spécifiques qui méritent d'être prises en compte pour chaque cas. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en réponse aux préoccupations des deux intervenants. Et je vous retourne la parole tout en vous remerciant pour votre participation active. À vous. Est-ce que l'administration est là? Visiblement, un problème de connexion, si je ne m'abuse. Allô? J'espère tout au moins que vous m'entendez. On vous entend, monsieur. Oui, Ah, ok. mon pote. Voilà qui est rassurant. Et je redonnais la parole à l'administration de Destiny Academy Pro pour la suite. Oui, allô, Visiblement. docteur Tassou. Oui, monsieur Oui, Ivorum. oui, vous pouvez fermer. Il n'est plus là. Léonce n'est plus là. Ah, S'il n'y a Léonce plus. n'est plus Ah, là. il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. OK, Oui. d'accord. Allô, Léonce. Oui, désolé, hein, problème de connexion, mais je suis de retour. Si je comprends, toutes les questions ont eu d'éléments de réponse déjà. Oui, Ont eu déjà d'éléments de réponse. C'est bien ça, hein? oui, c'est bien cela. OK. Alors, avant de clôturer ce webinaire, je voudrais rappeler aux différents participants et participantes que c'est un mois de webinaire. Le samedi prochain, nous aurons un second webinaire sur comment structurer un dispositif de suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage efficace sur un projet. Et pour le dernier samedi du mois d'août, nous allons aborder, est-ce que vous avez même le flyer sur l'écran? Réussir son entretien d'embauche, les techniques et les astuces des recruteurs. Alors, c'est toujours le même lien de connexion. Le lien n'a pas changé. Soyez au rendez-vous pour, pour tous ces webinaires-là. Alors, chers participants, participantes, une fois encore, merci beaucoup d'avoir sacrifié votre temps pour être avec nous dans cette matinée du samedi 16 août pour échanger sur les questions d'analyse sensible aux gens, outils et méthodes pour les projets. Nous avons abordé de long en large tout ce qui concerne l'analyse sensible aux gens. Nous avons parlé des outils, nous avons parlé de l'approche transformatrice, sans oublier les concepts en lien avec le genre qui ont été définis avant d'entrer dans le vif du sujet. Une fois encore, merci à notre expert formateur pour cette belle animation et pour le partage de ses expériences. Je profite pour rappeler à ceux qui ont manifesté l'intérêt ou ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur cette thématique de bien vouloir nous contacter. Les places sont limitées et la clôture est prévue pour le 30 août, c'est-à-dire dans 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire. Toute l'équipe de Destiny Academy Pro est ouverte pour vous accueillir et pour vous donner de amples informations pour faciliter votre inscription et votre participation à cette formation.
Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à samedi prochain sur ce qui concerne le suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Ciao, ciao et bon week-end. Oui, Léonce, Oui? hier c'était 15 août, Ascension et fête Diampile. Aujourd'hui, tu invites les gens pour webinaire et tu ne vois pas Diampile partie, c'est ça, non? N'est-ce pas? C'est important. C'est Dr. Tasso qui va prévoir ça. Tasso, on va tout tourner. Avec On te plaisir, ne vous porte en à faites pas, cher savoir Yvon. tout tourner comment faire. Il faut un état de Guillaume pour Ah, c'est bien. recevoir tout le Merci. monde. Merci beaucoup.